L'histoire des Juifs de France, un nouvel épisode à présent avec Christophe Darc comme tous les matins et nous allons plus précisément parler de la résistance juive pendant la Seconde Guerre mondiale, en particulier de l'œuvre de secours aux enfants, l'Osée. Nous avons vu que c'est en 1933 que l'association arrive en France. Des maisons hébergent les enfants et pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Osée organise l'évacuation des enfants de la région parisienne vers des zones peu peuplées de la zone dite libre. Mais à partir de l'été 1942, Christophe, l'œuvre de secours aux enfants passe d'un travail d'assistance à une mission de résistance humanitaire. Et à partir de la fin de l'année 1942, grâce à Georges Garel, un réseau clandestin se met en place et permet de cacher sous de fausses identités les enfants de moins de 16 ans et de les disperser au sein de la population, puis si possible bien sûr de les faire passer en Suisse notamment. D'autres, grâce à André Salomon, adjointe de Garel à l'Osée, partent aux États-Unis. Donc font en sorte que les Juifs puissent partir aux États-Unis via Lisbonne. Plusieurs institutions apportent leur soutien à ce circuit clandestin d'enfants, notamment catholiques. Le cardinal Saliège, l'archevêque de Toulouse, qui dans une célèbre lettre en août 1942 dénonce les déportations et les rafles, en fait partie. Les soutiens viennent aussi d'organisations protestantes, laïques, voire d'initiatives privées. Et depuis Lyon, Georges Garel, qui se fait passer pour un représentant en porcelaine, coordonne le réseau, organise la logistique comme les faux papiers et gère les liaisons avec toutes les organisations amies. Il garde le contact avec ses enfants dispersés et pourvoit leur entretien. Environ 1600 enfants seront finalement placés dans le sud de la France et l'ex-zone italienne jusqu'à l'automne 1944. Si les réseaux de Georges Garel et d'André Salomon ont permis des opérations de sauvetage pendant toute la guerre, donc l'œuvre de secours aux enfants s'est exposée quand même à des risques pendant toute cette période. Arrêté à leur domicile en août 1943, Eugène Minkowski, président du comité exécutif de l'Osée, et son épouse échappent de peu à la déportation. Et pendant une période de quelques mois, de l'automne 43 à mars 1944, les convois d'enfants sont pratiquement interrompus, puis reprennent ensuite de manière accélérée, pas seulement par rapport à l'Osée, mais grâce à la sixième. La sixième, c'est le circuit clandestin des éclaireurs israélites de France et le mouvement de la jeunesse sioniste. C'est à cette période notamment qu'un groupe de 74 enfants est évacué vers l'Espagne pour rejoindre la Palestine mandataire. Au total, plus de 5000 enfants ont été sauvés grâce aux actions de l'Osée et seuls 4 sont arrêtés. Une trentaine de membres du réseau Garel ont été assassinés ou déportés. Oui, sur la centaine effectivement mobilisés à la libération en 1945, Georges Garel est nommé directeur général de l'Osée France. Les maisons rouvrent, d'autres voient le jour, passant de 13 à 25 entre septembre 44 et la fin de l'année 45. L'œuvre qui prend en charge à travers 33 pays plus de 2000 enfants devenus orphelins, dont 426 rescapés du camp de Buchenwald, découvert par les Américains en avril 45, même si c'est le Joint américain, comme souvent, qui va financer l'Osée pour la prise en charge de ses survivants. Et sur les 426 enfants et adolescents venus en France depuis le camp de Buchenwald, une petite vingtaine est restée dans le pays et a obtenu la nationalité française. Et peut-être le plus célèbre d'entre eux, l'un des plus célèbres, c'est Elie Buzyn, né en 1929 à Łódź en Pologne et qui vivra jusqu'en août 44 dans le ghetto de la ville avec ses parents, bien sûr, sous la surveillance allemande. Déporté à Auschwitz, il est transféré vers Buchenwald au début de l'année 45 lors des marches de la mort. Arrivé au camp, il y a cette tragique anecdote où il se fait voler ses chaussures et ses pieds qui gèlent jusqu'à ce qu'il suive les conseils d'un soldat russe qui lui dit de les tremper dans de l'eau froide et de l'eau chaude pour éviter l'amputation. Elie Buzyn deviendra un éminent chirurgien. Et parmi les autres rescapés de Buchenwald pris en charge par l'Osée, Elie Wiesel, né en Roumanie en 1928, le futur prix Nobel de la paix séjourne dans les maisons de l'Osée, dans l'Eure, dans le Loir-et-Cher, puis au château de Vaucelles à Taverny et à Versailles. Elie Wiesel est soutenu et encouragé par le directeur pédagogique de l'Osée, Jacques Cohn, qui a beaucoup œuvré pendant la guerre, et son épouse, le couple d'ailleurs qui va lui fournir en 1947 un petit logement à Paris. Il va y passer quand même une dizaine d'années dans la capitale, période d'ailleurs durant laquelle il fait ses études de philosophie à la Sorbonne. La suite de l'histoire, c'est qu'Elie Wiesel deviendra citoyen américain à l'âge de 35 ans au début des années 60 et qu'il obtiendra une chaire en sciences humaines à l'université de Boston.
Au total, 3700 dossiers d'enfants de la Shoah passés dans les maisons d'enfants de l'association, ainsi qu'environ 3500 dossiers d'enfants immigrés des pays du Maghreb et d'Égypte sont conservés aujourd'hui dans les locaux de l'OSE. L'action de l'œuvre de secours aux enfants se poursuit après-guerre. Des centres médico-sociaux s'installent dans toutes les grandes villes de province. Des colonies de vacances sont mises en place. Des cours de rattrapage aussi organisés dans les maisons transférées en région parisienne. 251 institutions sont présentes dans une trentaine de pays sur tous les continents. L'OSE également présente sur l'Exodus et dans les camps de transit de Marseille pour les populations en partance pour le nouvel État d'Israël en 1948. En 1951, Georges Garel devient président de l'OSE. L'OSE est reconnu d'utilité publique par décret. L'œuvre de secours aux enfants juifs qui sera par la suite très importante aussi là au moment de la décolonisation et plus précisément de l'arrivée Ilana en métropole des familles juives séfarades venues d'Égypte, d'Algérie, du Maroc et de Tunisie. Alors nous avons parlé des éclaireurs israélites de France et de l'œuvre de secours aux enfants, mais d'autres organisations juives moins connues vont se mobiliser dans le sauvetage des enfants. Et on est cette fois fin 1941 à Lyon, une réunion des délégués des différentes organisations de jeunesse sionistes repliées évidemment en zone sud, en zone dite libre, décide de poursuivre une activité dans la clandestinité et de fédérer toutes les organisations dans une seule et même structure. Eh bien, c'est la naissance du mouvement de la jeunesse sioniste. 2 hommes sont importants dans l'organisation, à commencer par son secrétaire général, Simon Lévite, né dans l'Empire russe, dans l'actuelle Ukraine, en 1912. Il était commissaire régional des éclaireurs israélites de France avant la Seconde Guerre mondiale. En 1940, il transfère le siège des éclaireurs de Paris à Moissac. Responsable des éclaireurs en zone non occupée, il organise dans la maison de Moissac un centre de documentation juive qui sera ensuite transféré à Grenoble et va mettre, et c'est peut-être ça le plus important bien sûr, en place un service de faux papiers, agent de liaison entre les zones nord et sud. Il est responsable du passage de résistants aux frontières belges et néerlandaises. Il est l'un des fondateurs du comité d'action et de défense de la jeunesse juive. Et alors que ses parents et son frère sont arrêtés et déportés à Auschwitz, Simon Lévite est arrêté en novembre 1943 par la Gestapo. Torturé, il s'évade, fait passer des enfants en Suisse et il participera au combat pour la libération de Paris. Autre personnalité importante au sein du mouvement de la jeunesse juive, c'est un certain Joseph Fischer, président depuis 1926 du KKL, le Fonds national juif. Et on rappelle que la création du KKL, ça date de 1901 lors du 5e congrès sioniste de Bâle, et c'est en Allemagne et dans l'Est de la France que l'association dont le but est d'acquérir des terres en Eretz Israël pour y permettre l'installation de pionniers ainsi que la création d'institutions culturelles et éducatives. Au début des années 1920, Joseph Fischer est un jeune militant sioniste russe venu d'Odessa qui arrive à Paris et qui est envoyé justement en France par l'Organisation sioniste mondiale pour y implanter l'activité du KKL. Et d'ailleurs, lorsqu'il en prend les rênes de la branche française en 1926, le KKL, après 25 années d'existence, possède déjà un patrimoine foncier important, 38 villages agricoles et près de 500 000 arbres plantés en un quart de siècle. C'est vraiment pas mal. Le mouvement de la jeunesse sioniste se spécialise dans les filières d'évasion, donc sortie des camps d'internement, planque et établissement de faux papiers, puis l'évacuation vers l'Espagne ou la Suisse. Merci beaucoup Christophe et à très vite pour un nouveau numéro de l'Histoire des Juifs de France.